La question qui va m'occuper ici, c'est la question de la justice climatique, qui en tant que telle est délicate pour les juristes français et plus largement pour les juristes francophones, puisqu'elle est souvent réduite à l'idée du contentieux climatique, c'est-à-dire les recours en justice, qui est évidemment un moyen d'aborder la question du changement climatique par le droit, mais à une échelle internationale, c'est une approche beaucoup plus large sous l'angle de l'éthique qui est en fait posée, puisque le changement climatique pose des délicates questions sous l'angle de la responsabilité morale et de la responsabilité juridique. Et la question qui va m'occuper, c'est finalement comment penser un phénomène aussi global que le changement climatique à l'échelle d'un individu, d'un État, ou même bien sûr à l'échelle de la communauté internationale. Et dans ce contexte de bouleversement des équilibres écologiques mondiaux, comment prendre en considération dans nos politiques, donc dans nos choix de société, la diversité des impacts climatiques selon les territoires, ainsi que la différence des situations individuelles et collectives générées par les risques climatiques. Donc finalement, comment, et c'est une question qui occupe les juristes, comment renouveler notre contrat social lorsque les inégalités provoquées par l'impact du changement climatique apparaissent de manière de plus en plus flagrante. Et ces questionnements traversent les négociations internationales qui conduisent à mettre en œuvre un régime climatique mondial, mais provoquent également des tensions en profondeur au sein de la société civile internationalisée, avec la remise en question des fondements de notre société. Et à partir de là, des revendications de plus en plus fortes s'expriment au-delà des arènes internationales officielles. Et c'est là où a émergé ce concept de justice climatique qui a ensuite été introduit au port de Paris, mais sans définition précise. Et on est donc à la fois dans un mouvement revendicatif de la société civile et dans l'émergence, un début de reconnaissance institutionnelle au niveau juridique. Et donc, des années, en fait, depuis les années 2000, ce concept s'affine, prend une dimension plus institutionnelle, notamment sous la pression de la société civile organisée. Et Yoren a toujours tout à l'heure parlé du fait que, effectivement, j'avais été au Conseil économique, social et environnemental, troisième assemblée constitutionnelle française qui s'est saisie de la question. La justice climatique serait-elle cet agent mobilisateur de responsabilité au sens mobilisateur de mission volontairement assumée pour l'avenir, prôné par Hans Jonas et Paul Ricoeur? Abordons-nous une nouvelle phase de la lutte contre les changements climatiques qui intégrerait pleinement la vulnérabilité des plus pauvres et des plus démunis? Et quels sont les apports concrets de ce concept de justice climatique à une lutte efficace contre les changements climatiques? Alors, à partir de là, un certain nombre de propositions émergent. Et donc, d'un côté, je vais expliquer ou tenter d'expliquer comment ce concept de justice climatique peut mobiliser la responsabilité au sens moral et au sens juridique, et ensuite, quelles sont les perspectives de mise en œuvre, où en est-on de ce point de vue-là? Donc, d'abord, c'est un concept qui permet de mobiliser la société au sens d'une responsabilité. Effectivement, au fondement de la justice climatique se trouve la recherche et la compréhension des inégalités liées aux effets des changements climatiques, puisque les risques induits par les atteintes au système climatique ne sont pas répartis uniformément entre les populations et les territoires et ne peuvent être gérés dans les mêmes conditions ni avec les mêmes moyens. Considérant l'ampleur des effets des changements climatiques qui bouleversent les perspectives de vie sur Terre, la justice climatique est un concept qui mobilise des valeurs morales en cherchant à appréhender toutes les dimensions de la vulnérabilité au changement climatique, notamment sous l'angle de la vulnérabilité sociale.
changement climatique est avant tout une question éthique. Alors, au sens des juristes, et peut-être qu'il faudra en dire plus pour partager avec les philosophes, bien entendu. La justice climatique apparaît fondamentalement comme une nouvelle façon de positionner les débats autour des effets du changement climatique avec l'assise de constats scientifiques acceptés à présent politiquement par la communauté internationale, et c'est là où des enjeux éthiques essentiels apparaissent. Alors, quels sont les constats qui sont faits? Les constats qui sont faits, c'est premièrement, le réchauffement climatique est un phénomène global qui affecte toutes les régions du monde et tous les êtres vivants de la planète, dont bien sûr l'espèce humaine fait partie. Il demeure une incertitude sur le rythme du réchauffement climatique, mais la tendance est que le réchauffement climatique va se poursuivre dans les 50 prochaines années et ne peut être stoppé. Sans mesures plus ambitieuses d'atténuation, la planète subira des conséquences graves, généralisées, irréversibles. Premier constat qui n'est pas contesté. Deuxième constat, la planète Terre est due de manière significative à des activités anthropiques. Les modèles de développement de nos sociétés sont donc directement responsables du bouleversement du système climatique. Mais attention, toutes les sociétés, et là c'est un fait établi, n'ont pas contribué dans les mêmes proportions au réchauffement planétaire. Troisième constat, les effets du changement climatique vont se traduire de différentes façons, notamment par l'accroissement du rythme d'événements climatiques violents, tempêtes, inondations, notamment en lien avec l'élévation du niveau de la mer, sécheresse, et le rythme des canicules en France devrait passer par exemple d'un rythme de 10 à 12 ans à 3 ans, bon, dans les prochaines années. La densité de ces événements, notamment on aura de plus en plus d'événements entre guillemets violents, mais ils seront plus intenses. Et de nombreuses populations sont menacées par les risques climatiques, avec pour conséquence des déplacements de millions de personnes. C'est le troisième. Les États les plus pauvres seront particulièrement impactés par les effets des changements climatiques. Or, ils disposent de plus faibles moyens pour mettre en place des stratégies d'adaptation. Il est généralement établi que leur responsabilité historique, j'utilise le terme responsabilité dans différents sens parce que la langue française fait que je n'en ai pas plusieurs, mais leur responsabilité historique dans les atteintes au système climatique est moindre que celle des pays développés. Cinquième constat, les États les plus riches sont à l'origine de la plus grande part des activités qui ont mis en danger le système climatique mondial et ils disposent, quant à eux, de plus de moyens financiers pour développer des stratégies d'adaptation. Ils subiront des impacts économiques et sociaux de moindre ampleur que les États les plus pauvres, alors que leur développement est en grande partie responsable des atteintes au système climatique. Et là, je pourrais, pour le coup, me référer à mes expériences de terrain dans plusieurs régions du monde et surtout en Afrique. Et enfin, les personnes les plus pauvres sont aussi les personnes qui sont le moins en capacité de trouver des alternatives pour éviter ou faire face au changement climatique. Il faut notamment considérer que le réchauffement planétaire a des impacts directs et indirects sur notre environnement et donc sur notre santé, d'où la grande question qui est en train de se développer en France, mais aussi à l'échelle internationale, sur le fameux One Health, une seule santé, puisque tous les êtres vivants sont liés dans cette fameuse communauté de destin, en lien avec l'hospitalité de la Terre. Alors, une déclaration de principe éthique en rapport avec les changements climatiques a été adoptée en 2017 qui confirme la préoccupation de la communauté internationale d'aborder les enjeux climatiques sous l'angle éthique. Et voilà ce qui est inscrit dans son préambule. Convaincu de la nécessité de répondre d'urgence au changement climatique par des politiques efficaces et globales qui respectent et promeuvent les droits humains et sont éclairés par des principes éthiques. En réponse à ces constats, qui restent parfois à documenter effectivement de manière plus précise, selon les territoires, les populations, selon la diversité des risques, des choix assez nets se dessinent et pour chacun d'eux, leurs conséquences sur notre modèle de société.
Premier choix, je vais dire, nous, êtres humains, citoyens, à quelque niveau que ce soit, nous ignorons les liens, alors c'est notre premier choix, face à ces constats, nous ignorons les liens entre crise écologique et crise sociale. Et nous renonçons aux valeurs sur lesquelles reposent nos systèmes sociaux, notamment au principe d'égalité et de solidarité. Nous acceptons que certains États et certains individus en situation économique favorable disposent de moyens pour y faire face et d'autres non. Nous acceptons donc de participer et d'entretenir un système inégalitaire en raison des activités développées par nos sociétés. Deuxième choix. De la situation du réchauffement climatique global et nous organisons l'adaptation de manière plus ou moins collective et à différentes échelles de temps et d'espace. Et nos efforts, pour ceux qui peuvent les fournir, se concentrent sur l'adaptation, sans modification du modèle de développement. C'est la deuxième option. Troisième option, nous mettons en place des moyens, des technologies qui permettent de réduire l'impact de nos activités humaines sur le système climatique et nous concentrons sur l'atténuation pour réduire les impacts du changement climatique. Enfin, dernière possibilité, nous décidons de modifier notre modèle de développement basé sur la croissance économique, telle qu'elle est calculée pour le moment, afin de réduire de façon drastique nos émissions de gaz à effet de serre. Vous l'avez compris, la première option implique de ne pas considérer l'urgence climatique comme une urgence sociale, les réalités socio-économiques qui créent des inégalités. En clair, elle repose sur le choix de ne pas modifier notre modèle de développement socio-économique tout en faisant exploser notre système de valeurs morales exprimé dans les systèmes juridiques sous l'angle notamment de la protection universelle des droits humains dont le droit à un environnement sain fait partie. Ne pas prendre en considération la disparité des situations face au changement climatique conduit à accepter que nos sociétés soient de plus en plus inégalitaires, considérant par ailleurs que tout retard dans les prises de décisions politiques relatives à la lutte contre le changement climatique creuse ce qu'on appelle désormais la fracture climatique. La justice climatique agit comme un moteur de responsabilité individuelle et collective dans la mesure où elle conduit à identifier les inégalités générées ou amplifiées par le réchauffement planétaire et à rechercher ses sources. Par ailleurs, elle participe à considérer que le changement climatique est un problème éthique en soi qui interroge le modèle de société et nous met potentiellement face à nos contradictions. Le changement climatique, dans une perspective de justice climatique, c'est le comprendre comme un facteur de vulnérabilité et d'inégalité. Et c'est ce que tend à démontrer l'évolution de l'indice de développement humain ajusté aux inégalités dans les pays les plus défavorisés. Et donc, on fait un constat d'un monde en manque d'équité, mais qui va devenir de plus en plus inégalitaire du fait des changements climatiques. Donc, on a un changement climatique amplificateur d'inégalités sociales et environnementales. Et l'intérêt de ce concept de justice climatique, c'est qu'il met au cœur de la réflexion les inégalités et la question de la vulnérabilité. La vulnérabilité est définie par les rapports du groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, le fameux GIEC, comme propension ou prédisposition à subir des dommages. La vulnérabilité englobe divers concepts ou éléments, notamment les notions de sensibilité ou de fragilité, et l'incapacité de faire face et de s'adapter. Et la vulnérabilité concerne tous les sujets de droit, au niveau national comme au niveau international. Même à l'intérieur des États, les personnes les plus pauvres sont donc les plus exposées au changement climatique, alors que les personnes aux revenus les plus élevés disposent de plus grandes capacités d'adaptation. C'est ce qui est d'ailleurs relevé dans les rapports du GIEC.
espaces de l'inégalité et des interactions entre ces espaces, parce qu'il y a des cumuls d'inégalités, et notamment par rapport à ces questions de vulnérabilité. Deuxième aspect, la justice climatique comme stratégie d'action, comme donnant des objectifs pour réduire les inégalités, pour lutter contre les injustices. Alors évidemment, là, la justice climatique connaît plusieurs approches en fonction de ceux qui s'y intéressent et la revendiquent. Elle trouve ses premières expressions dans le régime climatique mis en place par la Convention cadre de lutte contre les changements climatiques de 1992. Et elle est mentionnée, comme on l'a dit, dans le préambule de la Convention, de l'accord de Paris de 2015. Est-ce que vous voyez mon écran, mes diapos ou pas? Non. Pour l'instant, rien. Vous ne voyez rien. Et donc, ce deuxième aspect sur la justice climatique, quels sont les moyens qu'on mobilise pour y parvenir? Eh bien, ça va dépendre de ceux qui se saisissent du sujet, en quelque sorte. Mais quoi qu'il en soit, la société civile, qu'elle soit au niveau national, on pourrait prendre le cas français, mais il y en a évidemment bien d'autres, la société civile internationalisée, les syndicats, les courants religieux, quels que soient les courants d'ailleurs, évidemment. On parle beaucoup du pape, mais il y a évidemment d'autres représentations et d'autres manifestations d'intérêt des courants religieux sur la justice climatique. Donc, les syndicats internationaux se saisissent de cet enjeu-là et on a évidemment plusieurs conceptions de la justice climatique qui vont cohabiter. Et là, on va avoir à la fois une justice climatique négociée par la diplomatie climatique, une justice climatique revendiquée et une justice climatique projet politique. Et donc, je vais rapidement aborder ces trois conceptions de la justice climatique qui ne sont pas exclusives les unes des autres, hein, qui peuvent se compléter, mais parfois on n'est pas dans les mêmes registres. Première conception, la justice climatique négociée. C'est l'équité dans le régime climatique international. La justice climatique se définit par rapport à l'identification des inégalités environnementales, ce qui implique la recherche de savoir et la mobilisation de la recherche. D'ailleurs, le savoir est la première démarche vers la responsabilité, si j'en crois certains auteurs, et c'est même le premier pas vers la liberté. Prioritairement, il s'agit de connaître la vulnérabilité au changement climatique. Évidemment, dans les débats des fameuses COP, des fameuses conférences des parties, il y a le principe de responsabilité commune mais différenciée, de capacité respective qui reste au cœur du régime climatique international. Et effectivement, il y a une place pour aborder les enjeux de justice climatique sous l'angle d'une justice entre les États surtout, hein, entre sujets de droit international, mais pas beaucoup vis-à-vis des individus et encore moins vis-à-vis de la nature. Alors, évidemment, on a des débats sans fin sur faut-il calculer les émissions par habitant, est-ce qu'il faut remettre en considération les efforts d'atténuation pour les pays en développement, etc., etc. Il y a les petits pays insulaires qui sont très offensifs en disant vous avez une responsabilité, vous, pays pollueurs. Donc, là, on a des négociations internationales au sein d'un régime international assez balisé, mais dont on connaît les déficiences et finalement, si on le disait un peu carrément, une certaine manque d'ambition et de réalisation. Et puis, il y a le deuxième volet de la justice climatique qui est la justice climatique revendiquée. Et là,
vision de comment réparer la dette climatique. Et là, c'est très fort. C'est des mouvements d'opinion qui vont porter la justice climatique comme une revendication majeure dans les arènes internationales, évidemment. Et l'idée, c'est que le changement climatique affecte la vie, le bien-être, la santé de tous, et qu'il faut reconnaître que certaines personnes sont beaucoup plus vulnérables. Et donc, c'est des revendications qui peuvent être très orientées vers les responsables, justement. Donc, c'est encore une autre vision. Là, c'est l'idée de dette écologique qui repose sur l'idée que le développement des pays industrialisés s'est appuyé sur la surexploitation des ressources naturelles des pays du Sud. Et dans cette perspective, les modes de production et de consommation des pays développés occidentaux conduisent à s'accaparer et à détruire les écosystèmes dont dépendent d'autres communautés humaines, générant ainsi une dette écologique. Et donc, on a aussi des revendications sous l'angle de la démocratie, le fait que certains États se sont appropriés finalement la construction de l'ordre juridique international, ce qui, il faut bien le dire, n'est pas tout à fait faux, pour toute une série de raisons historiques, et que les négociations climatiques sont, entre guillemets, en otage d'un système juridique international qui ne répond plus aux attentes des populations. Donc ça pose beaucoup de questions en termes de ce qu'on appelle la dette écologique et en termes finalement de qui est responsable dans le système juridique international. Et puis on a le troisième volet dont je voulais le plus parler, c'est celui de la justice climatique comme solidarité. Dans le contexte d'une meilleure connaissance non seulement des causes du réchauffement planétaire, mais également de la diversité et de la complexité de leurs impacts sous l'angle de la vulnérabilité dans tous les domaines d'activité et sur tous les territoires, eh bien, les institutions, les organes représentant la société civile vont être le fer de lance de propositions pour donner corps à la justice climatique. On a donc le Conseil économique, social et environnemental français qui va se saisir de la question diapo, ça marche pas. Et on a, il fait cet avis en 2016, le Conseil économique, social et environnemental, qui est donc la troisième assemblée constitutionnelle française. Et effectivement, là, je vais être un peu au four et au moulin, puisque je suis à l'époque aux personnalités associées au CESE et je lance cette idée qu'il faudrait que la France se saisisse de cette question de la justice climatique, et c'est relayé par le climatologue Jean Jouzel qui dit « mais oui, c'est une question très importante sur le plan international, la France devrait produire un avis sur la question ». Et effectivement, donc ces deux chercheurs, d'une certaine façon, qui soumettent au CESE cette idée, et on va défendre le fait que la France peut porter de manière tout à fait originale un projet tout à fait concret de justice climatique. Pourquoi la France? Parce que c'est un pays développé. Donc sa responsabilité, sur la base du principe de responsabilité commune mais différenciée, est évidemment engagée, et pour des raisons historiques sur lesquelles évidemment on ne reviendra pas. Mais aussi, le pays, de par la diversité de ses territoires, notamment ultramarins, est exposé à une grande diversité de risques climatiques. C'est un pays donc particulièrement en situation d'appréhender les enjeux de la justice climatique dans toutes ses dimensions. Autre raison, la France dispose de politiques publiques élaborées dans le domaine social et économique qu'elle peut mettre en synergie avec ses objectifs d'atténuation et d'adaptation. Et moi, je l'ai expérimenté, moi qui ai travaillé au Burkina Faso, au Niger, au Bénin, dans beaucoup de pays, je n'avais pas tous ces leviers, alors que l'impact des changements climatiques était des enjeux de survie pour les populations. Dans les 2 semaines, il y avait des populations qui allaient périr du fait de la sécheresse et d'incidence du changement climatique. Et en France, on a tous ces leviers, et quand on travaille à l'extérieur, on comprend ça
très bien que là, on a des leviers pour la France qu'on n'a pas forcément dans d'autres régions du monde. Troisième raison importante, la diplomatie climatique française est très engagée dans les négociations internationales, en lien avec la position européenne. Elle dispose d'une certaine crédibilité pour porter des sujets, y compris sur le plan international. Et enfin, l'économie française est celle d'un pays développé qui amorce une transition écologique et doit se mettre en capacité de faire des choix forts en cohérence avec évidemment les politiques européennes. Et donc le cas français, si je puis dire, est particulièrement intéressant et permet de porter un projet concret de justice climatique et de sortir un peu des débats sur qu'est-ce que la justice climatique pour les uns, pour les autres, mais là, de faire des recommandations précises. Et c'est ce qu'a fait le Conseil économique, social et environnemental français en 2016, en s'intéressant à la fois à la justice climatique entre les États, donc en portant une diplomatie climatique ambitieuse, en s'intéressant à la justice climatique entre les individus, avec la question des inégalités femmes-hommes, notamment par rapport à l'exposition aux risques climatiques, en s'intéressant à la justice entre les générations présentes et les générations futures, pour avoir un modèle de décision et des processus de décision qui prennent en considération les impacts pour les générations futures. C'est un point excessivement important. Et le quatrième volet, mais qui a été vraiment très difficile, c'était la justice pour la nature. Est-ce qu'on peut faire des choix en considérant l'impact sur la nature? Et là, je ne vous cache pas que ça a été un volet extrêmement complexe. Et puis un autre volet finalement est apparu et qui sûrement aurait été évident pour Yoren Sonle et qui ne l'a pas été pour moi, mais sur lequel j'ai été beaucoup sollicitée par la suite, c'est la justice entre les territoires, entre les collectivités. Et beaucoup de régions se sont emparées de cette question de justice climatique à l'échelle de la France en disant mais oui, mais il y a aussi des inégalités entre les territoires pour faire face au changement climatique. Et donc, en mettant cette question de justice climatique qui allie la reconnaissance des inégalités environnementales et des inégalités sociales, en les mettant en lien avec les inégalités économiques, eh bien, on a regardé les leviers politiques dont on disposait à l'échelle de la France. Et on a notamment travaillé sur une amélioration des plans de santé ou sur l'intégration dans les politiques de lutte contre la pauvreté des questions climat. Parce qu'on avançait évidemment de manière divisée, en silos dans les politiques publiques. Et donc tout l'enjeu, c'était évidemment d'avoir plus de transversalité dans les politiques publiques. Un an plus tard, donc 2016, septembre 2016, avis du CESE français, octobre 2017, avis du Comité économique et social européen qui intègre lui aussi cette notion de justice climatique. En conclusion, et je vous mettrai les définitions avec les diapositives, en conclusion, la justice climatique présente de nombreux visages, elle se présente comme un objectif à atteindre, un principe, voire une stratégie qui se décline à plusieurs échelles de temps et d'espace. Elle peut sûrement être associée à une question qui m'est extrêmement chère, c'est la question du principe de solidarité écologique, puisque ça ouvre des opportunités de reconnexion des enjeux socio-écologiques. Effectivement, la solidarité écologique permet de considérer la responsabilité de nos comportements à l'égard des autres êtres vivants, en particulier les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Et donc, si se soucier d'autrui est une condition essentielle de la responsabilité, alors la justice climatique participe de façon active à développer une société responsable. Et pour faire face aux dangers, entre guillemets, moralement inacceptables que représente le changement climatique, il est nécessaire d'atteindre un autre niveau de responsabilité que celui qui relève uniquement du respect de la loi et vise à la réparation des dommages. Il faut, entre guillemets, se donner les moyens de prendre en charge collectivement les risques qui menacent l'avenir de l'humanité, et cela passe par la réalisation d'un projet construit, appuyé par un droit inspiré, comme l'écrit Mireille Delmas-Marty, un droit en devenir pour une humanité en transit, confiante en son destin. Merci.